Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Pierre Hermé. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Alors, tu es chef pâtissier chocolatier. Tu es à la tête de ta propre maison depuis 25 ans. On te surnomme le roi du macaron, le Picasso de la pâtisserie, mais tu te définis plutôt comme un architecte du goût. Tes créations sont construites comme des œuvres, comme des monuments. Ton savoir-faire exceptionnel est reconnu dans le monde entier, du macaron Ispahan à la tarte infiniment vanille, en passant par le fameux 2000 feuilles. On va entrer dans les coulisses de la création de ces pépites gustatives. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là Oui. pour reprendre les grandes étapes de ton parcours, mais aussi on va explorer ton esprit pionnier, tes émotions, tes apprentissages, tes ressentis. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous présenter des étapes sur ton parcours. Le but, c'est de comprendre comment tu réfléchis, comment tu prends tes décisions, de se mettre un petit peu dans tes chaussures et de voir comment tu avances. Alors, on va commencer par le début. Tu es né en 1961 à Colmar, dans le Haut-Rhin. Alors, comment on est dans le Haut-Rhin et on a une passion pour la pâtisserie, parce que je crois que ça a commencé très tôt. Alors, moi, je suis né donc à Colmar, dans une famille dont je suis la quatrième génération de boulanger-pâtissier ou pâtissier. Et dès petit, si je voulais voir mon père, il fallait que j'aille dans l'atelier. Et je pense que c'est cette présence permanente dans l'atelier pour parler avec lui, pour voir avec lui et pour parfois lui donner un coup de main qui m'a donné envie de faire ce métier. Je pense que c'est vraiment lui qui m'a communiqué la passion pour le métier de pâtissier. Donc là, on te voit avec toute la famille. Non, alors ça, c'est pas toute la famille. C'est bien avant moi, c'est dans les années, c'est au début du XXe siècle. Ça doit être le fondateur de la maison, mon arrière-grand-père. D'accord. Et en revanche, le petit garçon qui lèche, C'est pas moi. Ah oui, celui-ci, ça c'est moi. voilà. Donc, très bien. Et donc, assez vite, tu te dis, c'est ce que je veux faire. À 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier et j'ai dit à mes parents, je veux être pâtissier. Mais- Pas boulanger, ni boulanger-pâtissier, pâtissier. Moi, je voyais mon père faire. Il avait une vraie passion et je pense vraiment cette passion, elle m'a été transmise. Donc, ça se transmet vraiment. Et donc, en 76, à seulement 14 ans, tu commences ton apprentissage dans la maison Le Nôtre. Alors, comment tu as, pour le coup, passé les étapes pour devenir véritablement pâtissier, artiste professionnel, architecte, on dit comme on veut, mais en tout cas, c'est un métier qui met des années à s'apprendre. Comment ça se passe? Alors donc, j'ai eu vraiment la chance d'apprendre mon métier chez Le Nôtre, qui est encore aujourd'hui le socle. Cet apprentissage est encore le socle de référence pour moi aujourd'hui. Et quand on apprend un métier, on a ce stade premier de l'apprentissage où on découvre toutes les techniques, on découvre les matières premières, on découvre leur utilisation, d'où ils viennent, comment elles sont produites. Et, euh, et puis, on découvre aussi l'histoire d'un métier. Et ça prend un peu de temps. Quelques années plus tard, on devient pâtissier, commis pâtissier, puis pâtissier. Donc là, ça veut dire qu'on maîtrise déjà un petit peu les techniques, on maîtrise déjà euh, pas mal de techniques. Ensuite, on peut devenir chef de poste et donc diriger un petit groupe d'individus, soit pour une des disciplines de la pâtisserie, parce que dans la pâtisserie, il y a plusieurs disciplines. Et ensuite, on peut devenir chef pâtissier et faire reproduire les gâteaux qu'on a appris à faire et les faire très bien. Et parfois, on peut avoir envie d'avoir une autre dimension, une dimension créative. Et ça, c'est une question d'individu. Moi, j'ai eu cette envie très tôt. Dès l'âge de 24-25 ans, j'ai commencé à créer des choses par moi-même et à essayer de m'éloigner de ce que j'avais appris chez le nôtre, tout en continuant à m'appuyer sur ce savoir-faire. Et alors, qu'est-ce qui différencie, j'ai envie de dire, l'apprenti pâtissier Pierre Hermé, peut-être d'autres des apprentis? Alors moi, j'ai envisagé l'apprentissage du métier comme des études. C'est-à-dire que la journée, je travaillais à l'atelier chez le nôtre, et puis par moment à l'école le nôtre. Et ensuite, quand je rentrais du travail,
j'allais découvrir les produits, voir les autres pâtisseries, acheter des livres, lire des livres sur la pâtisserie, apprendre le travail du décor en pâtisserie, le travail au cornet pour écrire joyeux anniversaire. En fait, j'ai essayé d'envisager mon métier comme l'apprentissage de mon métier comme l'apprentissage comme des études. Donc le nôtre a été très important dans ton parcours, mais pas seulement. Enfin, tu as découvert le macaron chez le nôtre, mais ensuite tu as poursuivi ta formation chez Fauchon, puis chez Ladurée. Alors chez Euh, Fauchon, je suis arrivé comme chef pâtissier. J'étais très jeune, j'avais 24 ans. Et chez Ladurée, j'étais conseil au moment où le groupe industriel Holder a repris Ladurée pour en faire une belle maison de pâtisserie. Et moi, j'ai posé les bases du développement de Ladurée, en termes de savoir-faire et en termes de marketing. Tu as posé les bases de la durée dans la durée, on va dire. Donc qu'est-ce qui te plaît dans le macaron? Le macaron, c'est un produit formidable. Lorsque j'ai appris à faire des macarons, on faisait chocolat, framboise, vanille, café. Et j'aimais pas ça. J'aimais pas les macarons parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de goût et c'était très sucré. Parce que vous savez que dans le biscuit macaron, on peut difficilement réduire le sucre. Donc, il faut de la garniture, une garniture qui soit pas trop sucrée, pour donner du goût à ces macarons. Donc, ce qui fait que, vous le verrez bien en regardant dans cette boîte, nos macarons, mes macarons sont bien garnis, sont généreusement garnis, parce que c'est cette garniture-là qui donne du goût. Et les, dans les garnitures, dans ces macarons, pardon, il y a des garnitures doubles, avec deux goûts, une crème autour, à l'intérieur un cœur de praliné. Parfois, il y a sur les macarons au chocolat, il y a des petits éclats de chocolat à la fleur de sel qui sont là pour pousser le goût du chocolat. C'est vraiment, pour moi, ça a été un territoire d'exploration en termes de création. C'était quasiment vierge. Donc, j'ai pu faire vraiment de nombreuses créations. Je ne sais pas combien j'ai créé de recettes de macarons, mais un nombre incalculable. Tu as tout essayé, en tout cas on y est là. Je ne sais pas si on va tenir jusqu'à la fin de l'émission avant de pouvoir les goûter, tous ces macarons. Alors, par la suite, donc en 97, tu crées ta maison en ton propre nom. Et qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette démarche-là? Tu t'es dit, bon, j'ai envie de créer, donc de toute manière, la suite logique, c'est d'aller dans cette direction-là. Comment ça s'est passé? Alors, ça a commencé un tout petit peu plus tôt, en 93. J'ai voulu faire créer un logo de la marque Pierre Hermé, qui est encore le logo que vous connaissez aujourd'hui. Et je suis allé voir un designer, Yann Penors, pour dessiner ce logo. Et puis, c'est seulement donc, en 2017 que j'ai créé cette entreprise. Et mon premier client, parce que je n'avais pas les fonds pour ouvrir une boutique, donc on a commencé par faire du conseil. Et mon premier client, c'était La Durée. Et puis ensuite, j'ai ouvert la première boutique à l'enseigne Pierre Hermé, pas à Paris, mais à Tokyo. Et pourquoi Tokyo? Le hasard des rencontres, au sein de l'hôtel New Otani, qui est un des grands palaces de Tokyo, où j'ai ouvert une toute petite boutique de 14 mètres carrés qui encore aujourd'hui est ouverte et on va même la rénover cette année. Alors, ce qui est pionnier dans ton approche, c'est que tu crées ce que tu appelles de la haute pâtisserie, un petit peu comme la haute couture, on va dire. En quoi ça consiste? Alors, lorsque j'ai voulu formaliser mes intentions, ça veut dire de donner quelque chose de différent, j'ai constaté que dans le domaine du chocolat, il y avait déjà des marques de luxe, comme la Maison du Chocolat, comme Jean-Paul Evin, comme Patrick Roger. Mais dans le domaine de la pâtisserie, il y avait plutôt des généralistes, des traiteurs. Le nôtre en fait partie, Dalloyau, Fauchon à l'époque. Et je me suis dit, mais moi, je veux créer une maison de pâtisserie. Et on va appeler ça de manière un peu prétentieuse la haute pâtisserie, parce que c'est un environnement différent, à la fois dans les produits, la création, et dans la manière des écrins des boutiques, dans les emballages, dans le rituel de vente. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de différent. Et cette volonté de différenciation, c'est toujours quelque chose qui est au centre de mes préoccupations. Et donc, juste après, tu as ouvert cette boutique à Paris. Tu te souviens le symbole que c'était pour toi d'ouvrir?
Pour moi, à Paris? c'était une des étapes importantes, c'était d'ouvrir cette boutique à Paris. Elle était toute petite, elle fait moins de 40 mètres carrés rue Bonaparte. C'est plus Euh, que celle de Tokyo, qui fait 14 mètres carrés déjà. et comment Mais par contre, c'était tellement important, c'était vraiment la première fois que Pierre Hermé Paris, la marque, prenait position à Paris. Alors, ça ouvre une grande page créative et la proposition d'un catalogue gourmand, Stéphanie. Effectivement, dans votre catalogue, on retrouve tout ce qui fait votre renommée, les macarons, mais aussi les pâtisseries, les chocolats et même le café. Parmi vos best-sellers, on retrouve évidemment les macarons, dont un en particulier, l'Ispahan, créé en 97. Il associe la framboise, le litchi et la rose, mais aussi les pâtisseries avec la tarte infiniment vanille, le demi-feuille, le cake mogador ou encore la tarte carrément chocolat. Des créations que vous avez imaginées et même dessinées pour certaines, tel un couturier qui crée sa collection de haute couture finalement. Alors justement, quel est le processus justement qui va de l'idée jusqu'à l'œuvre? Alors, la maison Pierre Hermé, Paris, dès l'origine, est une maison de création. Et c'est la création qui amène la proposition. Je parle de la proposition marketing. Et donc, lorsque j'ai pensé à ce gâteau Ispahan, c'est déjà le fruit d'une longue, d'une longue réflexion, parce qu'il a connu, enfin, il y a eu un ancêtre à l'Ispahan qui s'appelait le Paradis, qui était un gâteau rose framboise. Et la découverte du goût de la rose, je l'ai faite en 85 par la cuisine bulgare, ce qui m'a donné envie d'utiliser la rose. Donc j'ai fait un premier gâteau qui s'appelait le Paradis, que j'ai fait pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, j'avais envie d'un gâteau différent. Entre-temps, j'avais découvert que le litchi avait des goûts de rose. Et du coup, j'ai créé ce gâteau Ispahan en associant rose, litchi et framboise. Alors Ispahan, c'est une ville d'Iran, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est le fruit du hasard, parce Ah que bon? je venais d'acheter un livre sur les roses, et dans ce livre, il y avait une rose qui s'appelait Ispahan, et c'est pour ça que ce gâteau s'appelle Ispahan. D'accord, ok. Alors ça t'est déjà arrivé que tu aies une création, tu aies une idée et c'est un flop, ça marche pas? En fait, quand je mets un produit en vente, je sais qu'il est bon. Parce qu'il y a eu plein de goûteurs avant. Non? Vous avez le goûteur principal devant vous, parce que ce qui est important, c'est que c'est pas la création, c'est pas le fruit d'une décision collective. Il faut que ce soit une personne qui, s'appuyant sur des réflexions d'une équipe, j'ai une équipe qui travaille avec moi sur la recherche et le développement, mais après, à un moment donné, il faut décider. Pas plus tard que hier, j'ai travaillé sur un nouveau gâteau qui est au caramel, aux noix de pécan et à la vanille. Et hier, quand je l'ai goûté, je dis mais c'est parfait. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Là, il est parfait. Et je suis sûr que c'est un très bon gâteau. Ça aussi, c'est la particularité d'un créateur, c'est d'affirmer ses convictions. Alors 2010, c'est le début de l'expansion internationale de la maison Pierre Hermé avec des points de vente en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Comment tu choisis les lieux où tu vas t'implanter? Alors, on l'a dit tout à l'heure, la première boutique à l'enseigne Pierre Hermé Paris est au Japon. Donc tout naturellement, il y a eu une expansion au Japon. Ensuite, deuxième euh, euh, région, c'est la France. Et la France, c'est plutôt Paris. Et puis ensuite, il y a eu la volonté d'ouvrir en Angleterre, à Hong Kong, et il y a eu des opportunités de développement au Maroc, à la Mamounia, où on s'occupe de toutes les pâtisseries de l'hôtel et même d'une partie de la carte salée. Il y a un autre pays qui est le Qatar, où on est depuis pas loin de 10 ans, la Thaïlande. Ça, ce sont plutôt des rencontres, des opportunités qui nous ont fait choisir ces destinations. Prochainement, il y aura Riyad, Dubaï, les Émirats arabes unis, C'est Istanbul. des destinations où il y a beaucoup de passages internationaux, peut-être aussi. Enfin, dans le sens, Oui, oui, bien sûr, oui. Et c'est donc, les clients vont être aussi ceux qui voyagent un peu à travers le monde ou comment?
Je le pense parce que, notamment l'aéroport d'Istanbul est un des plus grands aéroports au monde, avec un flux de passagers qui est colossal. Je crois plus de 70 millions de passagers, et que l'année prochaine, ils en attendent le double. Donc, on est sûr qu'on a un potentiel de clients, à nous de les séduire. Et alors, elles sont faites où les pâtisseries qui sont vendues partout dans le monde comme ça? Alors, les pâtisseries qui sont fabriquées, qui sont vendues, pardon, partout dans le monde, elles sont fabriquées sur le lieu. C'est-à-dire qu'on a un atelier en France, en région parisienne, pour faire la pâtisserie, à Rungis. On a un atelier à Tokyo pour fabriquer la pâtisserie qui est vendue au Japon. On a un atelier à la Mamounia où on fabrique les gâteaux et les desserts. On a un atelier à... Donc chaque fois qu'il y a une boutique où il y a de la pâtisserie dans un pays, il y a un atelier de fabrication. D'accord, mais il y a aussi des expéditions internationales. Alors celles-là, elles Il viennent y a d'où? des boutiques qui ne vendent que des macarons et des chocolats. Ah, Et là, on les envoie directement de France et on ne les produit pas de manière locale. d'accord, elles sont produites où? Elles sont produites en Alsace, dans ma région natale, à la manufacture, macarons et chocolats, où on fabrique les macarons, les chocolats et les cakes et la confiserie. Alors en parlant d'Alsace, on a une question pour toi d'Hélène Darroze. Salut Pierre. Écoute, ma question elle va être très simple. Tu as aujourd'hui une carrière internationale juste incroyable et tu es un modèle pour tant de personnes. Tu voyages énormément à travers le monde entier. Ça n'empêche que voilà, tu es né dans une région qui est l'Alsace et tu es issu d'une famille d'une lignée de pâtissiers. Et moi, je voulais savoir comment ces origines, comment ces racines-là, elles interviennent encore dans ta pâtisserie, comment elles t'influencent toujours. Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Merci Hélène de me l'avoir posée. Par exemple, je prends un exemple. À Noël, on propose un gâteau qui s'appelle le Stollen. Le Stollen, c'est une pâtisserie qui ressemble un peu à un pain, dans lequel il y a des fruits, des épices. Et ça, c'est vraiment typiquement alsacien, on va dire alsacien, germanique, allemand. Il y a des goûts, notamment le pain d'épices. À Noël aussi, on propose du cake au pain d'épices. Ça, c'est très alsacien. Comme ça, l'Alsace revient comme ça en filigrane dans certains de mes produits. Et surtout, en 2008, j'ai eu la volonté d'implanter cette manufacture macaron chocolat dans ma région d'origine. Donc, c'est pas tout à fait par hasard parce que à la manufacture, sur les 70 employés, il y en a 60 qui sont alsaciens. Alors donc ça veut dire qu'on peut exporter le goût et ce qui marche en France marche aussi à l'étranger? Ce qui marche en Alsace, made in Alsace, marche partout dans le monde? Alors, lorsqu'on va dans le monde, on propose le macaron Ispahan, le macaron Mogador, infiniment vanille, infiniment. Et ensuite, en fonction des pays, je crée des goûts dont je tire les produits du pays. Par exemple, pour le Maroc, j'ai fait un macaron infiniment café marocain. Vous connaissez ce café marocain avec les épices, et j'en ai fait un macaron. J'ai fait un autre macaron qui est au citron et à l'amelou. L'amelou étant le Nutella des Marocains, des petits Marocains. C'est un mélange d'huile d'argan, d'amandes grillées et de miel. Donc, mais ce macaron à l'amelou, on le vend aussi à Paris ou à Tokyo. Donc c'est parfois ce qui est fait pour un pays revient ailleurs parce que avant tout, c'est un très bon produit. C'est pas un produit pour les Marocains uniquement, mais c'est avant tout un très grand produit. Et aujourd'hui, la renommée de la maison Pierre Hermé n'est plus à faire, Stéphanie. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes à la tête de plus de 700 salariés, d'un réseau d'une 60aine de boutiques dans le monde, essentiellement en Europe et au Japon. Vous êtes aussi présent dans 12 pays au total. Le magazine Vogue vous surnomme le Picasso de la pâtisserie, d'autres le roi du macaron, le pâtissier d'avant-garde et magicien des saveurs. En 2016, vous obtenez la plus prestigieuse des récompenses, celle de meilleur pâtissier du monde, par le World 50 Best Restaurant, un classement annuel établi par 972 experts internationaux, auteurs, critiques gastronomiques, chefs et restaurateurs.
Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette distinction? Alors, lorsque j'ai eu cette distinction, j'ai pensé à une personne, Gaston Lenôtre. Merci Gaston Lenôtre. C'est la seule chose que j'ai pu exprimer à ce moment-là. Et pour moi, c'est un encouragement à continuer, à faire encore mieux, différemment, à me remettre en question. Pour moi, c'est un vrai... on aurait pu dire ça sent le sapin parce qu'on reçoit des distinctions quand on a déjà fait une carrière. Mais pour moi, non, c'est un vrai encouragement. Ça allait plus loin, retourner travailler. Voilà. Ouais. Et alors, donc, c'est Pour quoi moi, ça veut dire va bosser. et la relation entre l'art et le travail, pour toi, c'est quoi? Ah, c'est intéressant parce que, depuis, je crois, 89, j'ai toujours aimé confronter mon métier et ma discipline de pâtissier à d'autres disciplines. J'appelle ça des dialogues. Ces dialogues, se sont établis avec des designers, des fleuristes, des nés, des sculpteurs, des peintres, il y a vraiment, il y a pas de, pour moi, pas de limite, pour peu que ça produise quelque chose d'intéressant. Et il n'y a surtout pas de méthode là-dedans, parce que chaque dialogue est différent, chaque dialogue produit des choses différentes. Et parfois, même si ça ne produit rien, c'est intéressant. Moi, j'ai dit toujours que ce que l'on fait pour rien, c'est ce qui rapporte le plus. Je prends un exemple. Un jour, on discute avec le patron du CNES, on déjeune, et il dit « Ah, ça serait formidable d'envoyer des macarons dans l'espace. » Ok, pourquoi pas. Il dit « Mais je ne peux rien vous garantir, c'est juste pour le plaisir de le faire. » Ok, banco, on y va. On fait ces macarons, ça prend 2 ans, des tests, et on les envoie. La navette spatiale, elle a du retard. Et un jour, je vois apparaître sur mon écran la photo de Thomas Pesquet en train de jouer avec mes macarons dans l'espace. C'était son anniversaire. Il avait sorti les macarons parce que le CNES n'a pas le droit de lui demander d'autres missions que celles qui sont scientifiques. Donc, il avait envie de faire voir qu'il a eu des macarons pour son anniversaire et il jongle dans l'espace avec les macarons. C'est formidable. Et c'était vraiment, je l'ai fait pour le plaisir, juste pour le défi que ça représente. Alors, quelles sont les ambitions pour la suite de la maison Pierre Hermé et de Pierre Hermé? Ah, il y a une entreprise est un organisme vivant et bien sûr, on continue à développer. Aujourd'hui, nous avons ouvert un nouveau café, boutique café, boulevard Saint-Germain, à l'Odéon. Dans 2 semaines, on va ouvrir une première boutique à Lyon, dans la gare Pardieu. Bientôt, une autre boutique. On a des projets d'école, on a des projets dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, oui, on a encore plein d'envies, plein de choses pour cette belle entreprise avec, comme on l'a dit tout à l'heure, près de 700 salariés, tous motivés, tous enthousiastes. Bon, très bien. Alors donc en attendant l'école Pierre Hermé, on peut apprendre sur toi les techniques et toutes tes techniques et ta passion dans des livres. Donc il y a le Larousse des desserts, rien que ça, le Larousse du chocolat aussi, mais aussi ton dernier ouvrage paru le 6 octobre 2022 aux éditions Buchet-Chastel, Toutes les saveurs de la vie, où tu reviens sur ton parcours et les anecdotes en chemin. Qu'est-ce que tu as voulu y mettre dans ce livre? Alors, j'avais, au départ, dans ce projet de livre, je voulais exprimer ma façon de travailler et la donner la rendre lisible. Et chemin faisant, l'éditeur me dit, mais il faut aussi mettre des choses personnelles. Donc, avec Catherine Roy, qui est mon co-auteur sur le livre, on a essayé de croiser des choses de ma vie personnelle et des choses de ma vie professionnelle et la façon de travailler, la façon de créer, les défis que l'entreprise Pierre Hermé a pu relever. En fait, il faudra écrire la suite. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a un côté entrepreneurial dedans aussi sur tous les développements. Ce n'est pas uniquement sur l'art de création de tous tes produits, c'est aussi sur l'art de déployer quelque part toute la stratégie de la maison Pierre Hermé. Donc voilà, en tout cas, la passion, ça se transmet. Je pense qu'on peut tous s'en rendre compte. Merci beaucoup.